Salut à tous, dans cette vidéo je vais vous partager le replay de notre webinaire qu'on avait fait avec notre communauté et mon ami Mario, expert des prévisions et du machine learning chez Amazon pendant 6 ans. Et donc je vous invite vraiment à le regarder jusqu'au bout parce qu'on va vous partager comment déjà nous, moi-même et Mario, on est devenus experts en prévision, comment faire face à l'incertitude, qui est vraiment responsable des prévisions dans votre entreprise, est-ce que c'est la finance, les ventes, est-ce que c'est la supply chain, comment choisir le meilleur modèle de prévision, comment prévoir si vous n'avez pas des données qui sont fiables, comment choisir le meilleur outil de prévision, est-ce que c'est Excel, est-ce que c'est Python, est-ce que c'est un ERP, comment améliorer votre précision, et je vous présenterai aussi les 8 étapes pour exceller dans votre prévision, et on parlera à la fin du futur, des tendances, sur comment vont évoluer les métiers et les outils autour de la prévision. Profitez bien et mettez-moi dans les commentaires si vous avez des questions sur ce sujet passionnant. Ce que je voulais vous dire, c'est déjà bienvenue. Ça fait déjà plusieurs années qu'on fait des lives, qu'on fait des vidéos, qu'on fait des tutoriels. Et voilà, on a la chance aujourd'hui d'avoir Aujourd'hui, donc on a fait une session en anglais ce matin et une française cet après-midi. Plus de 112 pays se sont enregistrés à nos événements. Donc merci. Forcément aujourd'hui, beaucoup de francophones en Europe, en Afrique, au Canada. Et donc merci à tous. Bienvenue. Ah, Mamadou est là. Enfin, on peut démarrer. De Dubaï. C'est le Mamadou que je connais? Un de mes premiers membres, il y a longtemps, il y a 5-6 ans. Yes, c'est bon, on peut démarrer. Ouf, je t'attendais pour démarrer. Ok, bah écoutez, en tout cas, bienvenue à tous. Je suis ravi de vous avoir, moi, avec mon ami Mario. On va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, c'est comment générer des prévisions plus fiables en moins de 4 semaines. L'idée, c'est d'être très concret. On va parler du futur, mais on va surtout parler du présent. Donc, qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui pour clairement améliorer vos performances sans nécessairement tout devoir changer dans votre entreprise. Donc avant, ça va être vraiment très interactif, on est francophone, on est entre nous. La première question que j'ai à vous poser, c'est est-ce que vous m'entendez bien? Mario, tu peux parler aussi peut-être pour voir s'ils nous entendent aussi. Allô. Bonjour à tout le monde. Voilà. Donc on va vous poser plusieurs questions, ça va être hyper interactif. Je souhaite aussi accueillir tous les membres qui nous font déjà confiance à BC Supply Chain. Il y en a beaucoup, on a 61 aujourd'hui, donc voilà, Jean-Baptiste, Seydou, Gurkan, Prince, Steven, Abachi, Eugénia, Rich, Pavel, Christelle, Charles, Yannick, Hamoud, Beata, Pedro, John, Murphy, Andrew, Selma, Yermek, Alexander, Juan, Sergio, Rania, Amanda, Andrew, Matt, Ken, Sandra, Suzanne, Ryan, Alexis, Olivia, Ronald, André, Wawan, Dominique, Saravan, Fabrice, Jean-Baptiste, Sharon, Anourag, Faina, Vinesh, Christophe, Pilet, Van, Angèle, Linda et tous ceux que j'ai oubliés parce que je vais très vite. En tout cas, voilà, je vous demande juste d'être respectueux sur le chat parce qu'on va partager beaucoup de choses. Mon équipe va garder les questions si vraiment on n'a pas le temps d'y répondre en direct. Mais je vous invite juste à pas mettre de lien extérieur sur vos profils LinkedIn. On va vous partager beaucoup de choses. On va dépasser 1 heure parce que on en a fait une ce matin. On avait beaucoup de questions très pertinentes. Donc, je vous invite vraiment à rester au-delà d'1 heure si vous pouvez. Parce que voilà, l'idée, c'est vraiment de vous apporter des solutions concrètes. Et ce matin, les gens étaient plutôt ravis de ce qu'on vous a partagé. On va commencer tout de suite, les amis, avec c'est quoi votre principale difficulté pour générer des prévisions fiables. Donc, vous avez normalement un sondage qui s'affiche à droite ou à gauche, ou si vous êtes sur mobile. Et la question, c'est voilà, c'est quoi vos difficultés pour avoir des bonnes prévisions, des prévisions plus précises? Est-ce que c'est l'incertitude de la demande? Est-ce que c'est impossible de s'accorder sur une seule prévision avec son équipe? Est-ce que c'est pas les bonnes données ou systèmes? Est-ce que c'est je ne connais pas les bonnes formules? Est-ce que je n'ai pas assez de temps? Donc dites-nous quel est le sujet qui vous correspond le plus, et ensuite on va voir où est-ce qu'on en est. Mario, tu peux voir les résultats aussi. Donc, impossible de s'accorder sur une seule prévision, c'est vraiment le côté, j'arrive pas à me mettre d'accord entre les ventes, le marketing, la production. Personne n'est d'accord. Ok. Donc, comme vous le voyez sur les résultats, n'hésitez pas à tous voter, comme ça on va savoir. Similaire à ce matin, non? Similaire, il y a un peu plus sur l'incertitude de la demande. Les francophones sont plus incertains, visiblement. Ils sont meilleurs sur la prévision, et du coup, c'est l'incertitude qui est le problème. C'est vrai, peut-être qu'ils sont meilleurs, vous êtes probablement meilleurs aussi, c'est pour ça. On est entre nous, donc tout ce qui se passe ici reste entre nous. En tout cas, ce que je vous invite, c'est de rester jusqu'à la fin,
parce qu'on va vous partager un paquet de trucs. Comment faire face justement à l'incertitude? Qui est responsable des prévisions? Comment choisir le meilleur modèle de prévision? Comment gérer des données non fiables? Parce que c'est un vrai sujet pour beaucoup d'entre vous. Comment choisir le meilleur outil? Comment améliorer ses prévisions 4 semaines? On vous parlera de Forecasting Expert. Enfin, avec les 8 étapes pour exceller dans vos prévisions. On reviendra aussi à la fin, c'est un truc qu'on n'avait pas prévu, mais on va vous en parler. C'est un peu, on va vous parler du présent des 4 semaines à venir. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On va aussi parler du futur. À quoi vont ressembler les prévisions ces prochaines années? On a déjà une bonne idée avec Mario qui vient d'Amazon, mais allez, même au-delà de ça, c'est quoi la direction? Et on répondra à vos nombreuses questions. On a du temps après. Donc, si vous avez des questions de près ou de loin avec ce sujet-là, n'hésitez pas à rester plus longtemps pour qu'on puisse le partager ensemble. Voilà. Écoutez, j'espère que vous êtes chaud. On est parti. Et la première question, c'est comment on est devenu expert, Mario et moi. Vous me connaissez déjà peut-être, vous êtes nombreux à me connaître depuis quelques années. Mario un peu moins. Déjà, pour vous raconter la petite histoire, on s'est rencontrés chez Decathlon. Voilà ma photo il y a 15 ans, quand je suis rentré comme chef de projet supply chain. J'étais fier. Et voilà, et j'ai fait pas mal de projets. Et j'avais un projet, c'était de mettre en place un outil de pilotage et de reporting pour la supply chain et la finance. Et le CFO, le directeur financier, m'avait dit, faut que tu ailles voir un mec qui s'appelle Mario. Il est bon avec les chiffres, il va t'aider. Et donc, j'étais allé te voir dans ton bureau, là, près d'Artingo. Et je me rappelle, on avait bien connecté déjà sur la partie pro. Ensuite, on a commencé à se voir en dehors du boulot et on a pas mal voyagé ensemble aussi. T'es venu me visiter en Australie notamment. Voilà, la photo en haut à droite où on ferme les yeux, c'est en Australie. C'est la seule photo qu'on a trouvée à deux. Et bref, on est devenus amis. Et surtout, je pense qu'on partage la même passion pour les chiffres, pour améliorer, pour l'éducation aussi. Tu vas raconter un peu ce que tu fais aussi après. Et voilà, on mangeait pas mal de croissants et baguettes et chocolatines dans le bureau à Decathlon. Donc en tout cas, je suis super content de faire ça avec toi, Mario, de travailler avec des amis aujourd'hui, 15 ans après. Je trouve que j'ai beaucoup de chance et j'espère vous aussi que vous avez la chance de travailler avec des gens avec qui ça vous fait plaisir de travailler. Donc moi, très rapidement, vous connaissez peut-être mon parcours, vous pouvez aller voir sur ma chaîne YouTube. J'ai commencé de magasinier à chef de projet. Je travaille avec le MIT, chercher les meilleures formules dans le noir chez Decathlon. Demand Planner, Demand Planner Manager, SNOP Manager, c'est un peu le facilitateur de la prévision, responsable et Supply Chain Manager puis directeur. Et voilà, je fais pas mal de consulting et de mentoring avant de créer l'école ABC Supply Chain, qui était un blog au début francophone, qui est maintenant une école en ligne internationale. On a plus de 80 pays qui sont membres, qui ont des membres autour du monde. Donc, c'est vraiment beaucoup de chance et merci de m'avoir soutenu dès le début. Je peux remercier vraiment ceux qui me soutiennent depuis le début. Et maintenant, notre but, c'est de donner des outils et des méthodes à vous pour vous permettre de passer d'un niveau fondation professionnel expert avec les bonnes compétences, performances, pour vous redonner la liberté et aussi pour vous permettre de choisir ce que vous voulez vraiment faire de manière simple et concrète avec des exemples. Et l'idée, c'est aussi de le faire aujourd'hui avec vous de manière simple et concrète. Salut Baudelaire, bienvenue. Donc toi, Mario, c'est quoi ton... Yes, voilà, ingénieur en modélisation mathématique, c'est bien ça. J'ai commencé à travailler en finance, en banque d'investissement, en fusion acquisition. Après, j'ai fait un peu de finance de marché. Et après, à la recherche d'un meilleur équilibre work-life balance, comment on dit en anglais, je suis atterri en contrôle de gestion supply chain chez Decathlon. Et après, je suis passé demand planner, effectivement, c'est toujours chez Decathlon. Et après, demand planner chez Amazon. Et pendant 1 an à peu près, et après 5 ans, expert prévision de vente chez Amazon, que je m'occupais de toute l'Europe, avec à l'époque les 5 pays, maintenant sont un peu plus de l'Europe. Voilà, du coup je m'occupais de l'amélioration des algorithmes des prévisions de vente, en ayant plus de 100 millions de produits. Et j'ai mis en place en fait un process de override pour écraser, si on veut, la forecast fait par la machine, pour que les hommes puissent écraser la forecast de la machine dans certains cas. Okay, du coup, j'ai mis en place un processus qui encadrait très fortement cette tâche pour finalement améliorer l'accuracy de la prévision de vente tout court. Super. Voilà. Donc, c'est hyper intéressant parce que, en fait, juste pour résumer un peu nos deux parcours, et je sais que la discussion entre nous va être intéressante, c'est que d'un côté, vous avez un peu l'approche holistique de mon parcours, où j'ai un peu fait tous les métiers de expert jusqu'à directeur. J'ai travaillé comme un pompier, comme vous, dans plusieurs entreprises. Et j'ai aussi enseigné pendant maintenant plusieurs années grâce à vous. Et je suis accro aux baguettes et aux chocolatines. Et de l'autre, on a Mario, vraiment l'expert
finance, mathématiques, machine learning, mais qui reste aussi terre à terre. Tu as aussi travaillé sur le terrain comme moi. Et tu travailles aussi sur des projets d'éducation pour les enfants, hyper passionnants. On n'en parlera pas aujourd'hui. On fera peut-être un webinaire sur l'éducation des enfants, mais moi, j'en ai pas encore. Donc, en tout cas, je trouve que c'est passionnant le sujet de l'éducation et merci de partager ça avec moi aujourd'hui. Maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet. Les coûts d'une mauvaise qualité de prévision. Combien ça vous coûte aujourd'hui, tous ceux qui êtes là aujourd'hui, d'avoir une mauvaise prévision? Je vais vous donner juste un exemple que j'avais quand j'étais directeur supply chain en Australie. On avait une mauvaise prévision parce qu'on s'était mal aligné avec le marketing et les ventes. Donc, on a commencé à faire des livraisons par avion. Ça coûtait très cher. Il y a beaucoup de stress parce que c'était vraiment dernière minute. On passait un paquet de temps dans les meetings parce que on était super en retard. Donc, on perdait énormément de temps. On a perdu énormément d'argent parce qu'on livrait par avion. On était en plus en surstock parce que derrière, on avait les conteneurs qui arrivaient 2 mois après, mais trop tard. Et en plus, on avait un impact sur la planète qui était désastreux parce qu'on livrait par avion. Et donc ça, c'est juste pour vous donner un exemple, mais il y en a des milliers, des millions. Clairement, si on n'arrive pas à anticiper le futur, on va pas allouer les bonnes ressources au bon moment. Et derrière, ça va avoir un effet domino qui peut être extrêmement pénible et fatigant professionnellement, mais aussi personnellement, et aussi pour votre carrière. Si vous êtes toujours en train de courir après les feux, généralement, ça va un peu moins vite et vous allez aussi avoir moins d'opportunités. Donc ça, c'est vraiment les conséquences. Mais la vraie question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on a une chance de prévoir dans un monde toujours aussi incertain? Et quand on voit la situation aujourd'hui, et ça fait plusieurs années que je parle d'incertitude, mais j'ai l'impression que ça stabilise pas vraiment, même plutôt l'inverse, entre les tensions politiques, la guerre, les problèmes maintenant météorologiques qui vraiment impactent notre façon de vivre, de s'approvisionner et de consommer, l'inflation, les taux d'intérêt, les coûts de l'énergie, l'intelligence artificielle qui, soi-disant, va supprimer nos jobs, les retards logistiques, les guerres les trade wars, donc les guerres comment on dit en français? Trade wars, c'est les... Commerce international, non? Les guerres de commerce international, merci. Et donc, on a énormément d'incertitudes. Merci. On a énormément d'incertitudes. Et à la fin, juste pour vous donner un exemple, par exemple, j'aime bien redonner les ventes des voitures aux États-Unis. On a eu 15% de variation entre le min et le max pendant 7 ans. Mais depuis la pandémie, on a 45% de variation. Donc, on est dans un monde toujours plus incertain. Peut-être dans les commentaires, vous pouvez nous dire si vous aussi, vous subissez cette incertitude. Vous pouvez dire oui, non, ou moi, c'est tranquille. Je suis curieux de savoir s'il y en a où c'est tranquille aujourd'hui. En tout cas, j'ai l'impression que ça s'est empiré et qu'on est dans un monde toujours plus rapide, toujours plus volatile. Vous pouvez parler dans le chat, ne soyez pas timide. Hein. On est en train de regarder aussi. Montagne russe. Voilà l'exemple de Tesla. Tesla avait des ventes qui explosaient. En avril, les ventes chutent. Ils changent les prix, les ventes explosent en juillet et ça redécélère en septembre. On est sur un yo-yo pour beaucoup d'industries où tout le monde réagit et tout le monde surréagit. Et derrière, c'est de plus en plus difficile de pouvoir anticiper l'avenir. Donc moi, le premier message que je vais vous faire passer, c'est qu'on n'a pas de boule de cristal malheureusement. Mario, tu l'avais pas gardé la boule que tu avais en Désolé. Je l'ai cassé. Tu l'as perdu. Je vais tomber, c'est cassé. Tu l'as cassé? Non, dommage. Et en tout cas, voilà, il faut devenir plus résilient. On va pas pouvoir. Si on pouvait anticiper le futur, on serait tous milliardaires. On peut pas. Mais ce qui est vraiment important, et c'est le premier message que je vais vous faire passer, c'est de vous concentrer sur là où vous avez un impact. Et je vois beaucoup de personnes qui se plaignent d'un constat général. Mais voilà, le monde, on va pas pouvoir forcément personnellement avoir un impact sur le monde, sur votre industrie. Je vous souhaite de pouvoir changer le monde, hein, mais vous n'êtes pas président des États-Unis. Même le président, je suis pas sûr qu'il ait beaucoup de pouvoir. Voilà, même de votre industrie, même si vous avez un monopole, influencer la demande, ça va être quand même compliqué. Même dans votre entreprise, est-ce que vous pouvez vraiment changer votre entreprise ou la culture de votre entreprise? J'ai rencontré beaucoup de CEO, même les dirigeants d'entreprise ont du mal à changer l'inertie d'une entreprise, de travailler en silo, par exemple, on va revenir dessus. Et donc moi, la question d'aujourd'hui, c'est posez-vous cette question-là, et j'en parle avec plusieurs membres cette semaine, c'est sur quoi vous pouvez agir aujourd'hui? Sur quoi vous avez vraiment un impact? Et sur quoi, en fait, c'est juste, vous n'avez pas d'impact, c'est comme ça. Il y a de l'incertitude, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment le premier message et on va vraiment se concentrer là-dessus ces prochaines minutes et heures. C'est vraiment se concentrer sur quoi vous avez un impact. Vous n'avez pas forcément changé votre système d'information en 4 semaines, mais vous pouvez changer la façon dont vous travaillez, dont vous pouvez mettre en place peut-être un petit outil ou un Excel, peut-être former vos équipes, communiquer, faire un meeting qui apporte vraiment de la valeur.
et c'est sur quoi on va vraiment se focuser, on va se concentrer ces prochaines minutes. Donc, question, quel est le bon niveau de précision des prévisions? Dis donc, j'ai du mal à parler en français aujourd'hui. Et donc, la première question que j'ai posée avant de parler de on doit améliorer la fiabilité des prévisions, c'est comment vous la mesurez, votre fiabilité de prévision. Donc, j'ai une question à vous poser, vous pouvez regarder dans le sondage. Donc, est-ce que vous la mesurez pas, ou peut-être que vous n'avez pas de prévision? Est-ce que vous mesurez seulement de façon macro la qualité de la prévision, donc on appelle le bias en anglais? Donc voilà, vous faites 5 millions et vous allez faire 6 millions, donc l'erreur c'est 1 million total. Est-ce que c'est par produit avec la méthode MAP, M-A-P-E? Est-ce que c'est par produit avec la méthode MAE, la Mean Average Error ou Mean Average Deviation? J'ai pas trouvé le nom en français. Ou est-ce que c'est avec une méthode qui s'appelle la RMSE, la Root Mean Square Error? Vous pouvez répondre au sondage, j'ai pas les résultats encore. Tu vois les résultats, Mario? Je vois pas les résultats. Non, mais tout à l'heure aussi, ils étaient arrivés avec un peu de retard, du coup. Ok, d'accord. Je m'inquiéterai pas. Je m'inquiète pas. Est-ce que ça s'affiche? Je ne la mesure pas. Je la mesure de façon macro. Tac, tac. Je ne vois toujours pas le résultat. Vous avez voté? Emmanuel, si tu ne connais pas, tu peux répondre à la première. Bon, j'ai pas les réponses. Tu le vois? Non plus, non. Bon, c'est les lois du direct. Mieux voir la vidéo. Ok, on a des petits soucis ce matin, mais au moins on peut voir ce matin, on voyait même pas nos têtes. Donc on est content si vous pouvez voir notre tête aujourd'hui. C'est pas grave, on va continuer. En tout cas, la plupart, pour vous dire ce matin, la plupart, c'était je ne la mesure pas, je n'ai pas de prévision, je la mesure que de manière macro, c'est souvent le cas des entreprises ou des financiers. Par contre, dans le détail, la MAP, déjà, c'est pas la bonne méthode, donc il faut pas l'utiliser. On recommande plutôt la MAE. Donc la MAE, c'est la Mean Average Error. Si vous voulez, on pourrait faire un webinaire juste sur comment mesurer la qualité de sa prévision, mais voilà, l'idée c'est de vous proposer d'autres sujets. Donc j'ai fait une petite vidéo YouTube que vous pourrez aller voir après le webinaire, ne le faites pas maintenant, si vous êtes curieux sur les 4 méthodes. En tout cas, nous on recommande les 2 premières, d'un point de vue macro la BIAS et de l'autre la MAE. Les autres sont plus avancés, où il faut vraiment être data scientist, où il y a 1 ou 2 personnes qui font du machine learning aujourd'hui. Donc ça, c'est vraiment pour un niveau très avancé. Donc la première chose, c'est déjà de mesurer le niveau de précision de vos prévisions. Sinon, c'est comme si vous couriez un 100 mètres et vous ne mesuriez pas votre temps. Et maintenant, la question que j'ai à te poser, Mario, c'est quoi le bon niveau de précision de prévision? C'est quoi le bon niveau 100%, pour toi? 100%. Il faut toujours cibler 100%. Et après, bien sûr, on n'y arrivera jamais, mais au moins, on essaye toujours de s'améliorer constamment. Le plus, le mieux. Plus le mieux, on va pas dire l'inverse. Le plus, le mieux. Et aujourd'hui, Amazon, tu as combien de qualité de prévision en pourcentage? On mesurait particulièrement sur un délai de 4 semaines. À 4 semaines, tu es entre 70 et 80%. À peu près. 70 et 80%. C'était pas trop différent non plus sur des plus longs horizons de temps. Voilà. Finalement, ça c'était celui qui en affichait le plus, mais effectivement, on mesurait sur tous les lead times, de 0 à 52, sur tous les spans. Bon, je vais pas c'est le span, mais de 0 à 52 aussi. C'est une belle grande métrique. D'accord. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est sur 100 millions de produits, c'est ça? Ouais, plus de 100 millions de produits. Hein. Plus de 100 millions de produits. Ouais. Donc, le problème, c'est que là, Mario vous a donné un chiffre. Déjà, c'est Amazon et pour moi, c'est le top. Mais le problème, c'est qu'on ne peut pas vraiment se comparer avec Amazon ou même, moi, si je vous donne des chiffres, j'avais une entreprise, on était à 60% et franchement, par rapport au chaos que c'était pas mal. Il y en a une autre, on était à 85%, on n'était pas content. Et en fait, ça dépend vraiment de comment vous le calculez, l'incertitude de vos produits, votre industrie, à quel horizon vous allez le mesurer, le time span, etc. Le délai d'approvisionnement. Ce qui est important, le délai d'approvisionnement. Et donc, pour moi, il n'y a pas, souvent on me pose la question, c'est quoi le bon niveau de précision? Et la réponse, ça dépend de votre niveau d'incertitude et ça dépend surtout de vos historiques. Et ce qui est important, c'est imaginez, vous avez ce graphe et en gros, vous avez un niveau d'incertitude différent, par exemple, entre les parapluies qui sont très incertains avec la pluie et les baguettes, on en mange la même quantité tous les jours en France. Vous n'allez pas avoir la même qualité de prévision, quel que soit le modèle que vous utilisez, mais ce qui est important, c'est de progresser. C'est de progresser par rapport à votre propre qualité,
de la mesurer, et il y a toujours une marge de manœuvre pour pouvoir s'améliorer, et c'est vraiment l'objectif et le message qu'on veut vous faire passer aujourd'hui. Mario, tu parlais du délai. Bien sûr que si on fait une prévision à un jour ou une prévision à 2 ans en avance parce qu'on doit ouvrir une nouvelle usine, c'est pas du tout pareil. Plus le délai va être long, plus on va avoir de l'incertitude et un manque de fiabilité parce que ça va être de plus en plus compliqué. Donc ça, c'est vraiment des sujets. Aussi, moi, je le vois beaucoup. Il y a beaucoup de personnes qui demandent des prévisions qui ne servent à rien. Donc, par exemple, moi, je voyais un grand groupe de distribution qui voulait des prévisions à l'article au niveau magasin alors qu'ils avaient des réapprovisionnements 2 fois par jour. Et donc ça, pour moi, ça ne sert à rien. Il suffit juste d'avoir un modèle de réapprovisionnement mini-maxi et en gros, ça va marcher tout seul. Donc, faites aussi attention. Il y a vraiment un niveau d'incertitude, mais aussi utiliser la bonne prévision au bon moment et qu'elle puisse agir, qu'elle puisse avoir un intérêt, qui est une action derrière. C'est pas juste pour générer une prévision. Mario, tu nous as quittés. Il est de retour. Il est de retour. Parfait. En tout cas, voilà, juste aussi pour donner un exemple par rapport à mon expérience personnelle. Moi, j'étais supply chain manager et j'animais une équipe de prévisionnistes, de demand planners, notamment au Brésil. Voici mon équipe. C'était une super expérience personnelle et professionnelle. Et voilà, j'avais une équipe, et dans mon équipe aussi, j'avais des très gros écarts. J'avais des écarts entre quelqu'un qui venait du magasin, qui avait jamais vraiment fait des mathématiques ou de l'analyse, et quelqu'un qui faisait ça depuis plusieurs années. Et donc voilà, ça pourrait être. Ce qui compte, c'est pas seulement la moyenne de votre équipe si vous êtes manager, mais c'est aussi les écarts entre le moins bon et le meilleur. Et l'objectif, c'est vraiment d'augmenter les deux, de réduire les écarts et d'augmenter la moyenne globale. Et pour ça, c'est pas qu'une question d'outils, parce que même si tout le monde a les mêmes outils, vous allez avoir des gros écarts, et donc on va revenir sur comment l'améliorer de façon simple et concrète. Merci de ne pas partager vos contacts pendant le webinaire, s'il vous plaît. On a d'autres sujets pour discuter aujourd'hui, donc est-ce que vous pouvez supprimer toutes les conversations à côté? Ok, donc à la fin, ma conclusion par rapport à ça, c'est que vous avez toujours de la marge de progression, mais ça sera jamais assez bon. Donc moi, je pense que comme toi, Mario, on était plutôt classé top performer dans nos boîtes, avec des bons résultats, des grosses promotions, mais à la fin, c'était jamais assez bien pour mon patron. Il n'y a pas une année, je sais pas pour toi, mon patron m'a dit, Edouard, cette année, la qualité de prévision, elle est bien, tu fais pareil l'année prochaine. Toi, c'est arrivé? On t'a dit, c'est bon, tu fais pareil? Non? Non. C'est pas le style d'Amazon non plus. Pas le style d'Amazon non plus. Bon, Decathlon non plus, c'était pareil. Et je voulais juste vous faire attention, c'est que le but, c'est progresser, mais il faut pas être obsédé par je veux atteindre 90%, 95%. Et moi, à un moment, j'étais trop à fond et j'en rêvais la nuit en rentrant, et ça m'impactait dans ma vie personnelle parce que j'étais pas assez bon. J'étais très attaché à la performance, et c'est l'une des raisons qui m'ont conduit à un burn-out en 2018. Donc, c'est bien de vouloir s'améliorer, mais il faut aussi se détacher de ces indicateurs et ne pas se cramer pour rien. Ça reste pour moi un jeu, c'est un jeu vidéo sur lequel on essaie d'avoir un maximum de points, mais ça va pas trop nous impacter dans la vie perso. C'est un point sur lequel je reviendrai dans d'autres meetings, parce que j'ai l'impression qu'on est souvent très stressé par ces objectifs-là, et il faut savoir aussi s'en détacher. Maintenant, on va revenir. Ça vous parle ce que je dis? Peut-être, peut-être pas. En tout cas, aujourd'hui, ça va mieux. Maintenant, on va revenir sur Voilà, je n'arrive pas à me mettre d'accord avec mes équipes sur une seule prévision, parce que j'ai vu que c'était un sujet qui concernait plusieurs d'entre vous. Voilà, j'avais déjà donné l'image des silos, où vous avez, en gros, voilà, vous n'êtes pas d'accord entre le marketing. Aujourd'hui, c'est bien, on a beaucoup de gens aujourd'hui de la finance, des ventes, du marketing, de la production, avec des objectifs différents, avec des bonus différents, avec des tensions, peut-être des égos, avec des gens qui veulent avoir raison. Moi, c'est un sujet que j'ai beaucoup navigué pendant toutes mes expériences. Et à la fin, il y a beaucoup de stress, beaucoup de tensions, beaucoup de meetings pour se justifier parce qu'on n'a pas une bonne prévision. Qui est responsable, qui n'est pas responsable. Je ne sais pas si ça vous parle, ce genre d'expérience, ce genre de meeting, en Zoom ou en vrai. Mario, t'en avais aussi? Trop, malheureusement, Benjamin? Everyday? Everyday? Wow. Ok. Ça vous parle, Marie? Ok. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en tout cas, la prévision, elle est partout. Et donc, quel que soit le sujet aujourd'hui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui achètent, qui distribuent des produits, qui produisent, mais elle est vraiment partout, financière, produits, on peut même prévoir des délais. Pascal n'est pas concerné, génial. Ce qu'il faut savoir déjà dans une prévision, il y a différents niveaux.
Donc, par exemple, on a des patrons de PME aujourd'hui et des directeurs financiers. Et ils vont plutôt faire une prévision globale sur l'entreprise. Donc, d'un point de vue géographique, ça va être l'ensemble de l'entreprise. Ça peut être au niveau d'un pays. Par exemple, vous êtes Apple, vous allez faire une prévision globale, puis par pays, puis par région, puis par peut-être magasin, puis par équipe, puis par vendeur, parce que chaque vendeur a des objectifs. Niveau produit, vous avez l'ensemble du groupe Apple, vous avez la marque Apple, la marque Beats, l'autre marque d'écouteurs, je sais plus. Vous avez catégorie téléphone, tablette, Vision Pro, je sais pas quoi. Vous avez la famille iPhone, vous avez le modèle iPhone noir et le iPhone noir 240 Go. Et temporel, ça peut être une prévision annuelle, par trimestre, par mois, par jour, par heure, par minute pour certains, par même seconde. Et donc, c'est important déjà d'être au clair qu'il y a différents niveaux et qu'il faut clarifier ces niveaux. Parce que souvent, on n'est pas clair dans l'entreprise, et j'en parlais ce matin avec certains membres, c'est qui veut quoi. Et c'est important, si vous ne l'avez jamais fait, de vous mettre autour d'une table, ou si vous arrivez dans l'entreprise, peut-être que vous êtes le patron, vous pouvez le faire, peut-être que vous ne l'êtes pas, mais au moins aller voir tous les départements, de quoi vous avez besoin en termes de location, de produits, de temps, quantité ou valeur, peut-être volume si vous faites des matières premières, quel horizon vous avez besoin de la prévision des 1 jour, 1 mois, 3 mois, 2 ans, et regardez aussi le niveau des personnes. Donc ça, c'est juste une table que je vous recommande de faire à votre niveau. Quel que soit votre niveau, c'est hyper important de savoir de quoi les gens ont besoin et de le montrer à tout le monde et que tout le monde soit d'accord sur qu'est-ce qu'on a vraiment besoin. Si vous faites pas ça, vous pouvez vite aller dans un mur et ce que je vois, c'est qu'il y a beaucoup de quiproquos parce que déjà, on n'est pas clair sur, en fait, on n'a pas besoin des mêmes choses. On n'a pas besoin des mêmes choses. Donc, j'ai une question à vous poser maintenant, c'est qui est responsable des prévisions si ça marche? Ça a marché tout à l'heure. Ah, ça a marché tout à l'heure. J'ai les résultats maintenant. Vous étiez 41% à ne pas mesurer vos prévisions, vos qualités de prévision. C'est beaucoup. Maintenant, je vous ai posé la question, donc qui est responsable, à qui appartient le calcul? Alors plutôt la responsabilité des prévisions, est-ce que c'est la finance, le marketing, l'équipe commerciale, l'équipe produit, l'équipe supply chain? Et pendant qu'ils votent, je dis, mesurer, c'est vraiment important en fait, parce que à partir du moment où on mesure, que ce soit l'accuracy des personnes qui font les prévisions ou des machines qui font les prévisions, on coupe vite des débats interminables. Ouais. Okay, voilà, on va vendre autant, mais l'année dernière, tu avais dit combien? C'était pas. Alors, tu vois que. Et cette année, tu as fait pareil. Bah, si tu as fait pareil, probablement, ça va être pareil, identique. Mais c'est toujours à cause de la supply chain. Si je fais pas mes chiffres, c'est parce que vous n'avez pas le stock. Moi, j'entends souvent ça. Et des fois, c'est vrai. Des fois, c'est vrai. Il y a des directeurs commerciaux aujourd'hui. Des fois, ils n'ont pas le stock, ils peuvent pas vendre. Mais ce qui est important, c'est de revenir. T'avais dit combien? T'avais dit combien? Et souvent, vous ne mesurez pas, et c'est la réalité. Bon, on voit pas les réponses live en ce moment, mais je pense qu'on les verra tout à l'heure. C'est pas grave. En tout cas, la dernière fois, c'était très équilibré. C'était surtout la responsabilité était surtout sur l'équipe finance et supply chain. Et on va revenir sur vraiment, toi, ton expérience. Qui est responsable des prévisions chez Amazon, Mario? Alors, chez Amazon, on a deux prévisions. Du coup, là, c'est la top line et la bottom up. Okay, la top line, c'est la prévision finance, en gros. C'est fait pour l'équipe finance. C'est plutôt macro. Voilà, ça va pas au détail du produit, etc., etc. C'est plutôt par pays, disons comme ça. Et après, il y a la bottom up qui est, non, c'est une prévision faite par produit par produit. Et après, c'est agrégé à avoir aussi une prévision globale. Okay, ce qui est important, c'est que du coup, ils ont jamais le même chiffre. Il y a toujours des écarts. Et il y a un process qui est très important, c'est celui de justifier les écarts. S'il y a des écarts de 5%, on doit justifier, on ouvre un bridge, on doit justifier de manière analytique, pas juste par des histoires. Voilà, 1% est dû à tel facteur, 0,5% est dû à tel facteur, voilà, etc., etc. Du coup, en faisant comme ça, en fait, on connaît à peu près pourquoi il y a ces gaps, et on est confiant dans la prévision et on sait à peu près comment s'y prendre. Et à laquelle peut-être donner un peu plus d'importance selon, comme tu as dit, pourquoi nous sert. C'est pour de la couverture de taux de change, c'est pour des camions, etc., etc. Donc, voilà. Donc là, c'est intéressant, c'est de voir qu'il y a pas qu'une prévision, il y en a plusieurs. Et il y a un vrai travail. Le responsable, pardon. Je vais finir la question. Je vais finir de répondre à la question, du coup. Vas-y, termine. Qui est responsable? Du coup, effectivement, la prévision, la bottom-up, c'est sales. Alors, bottom-up, c'est quoi, juste en français? Bottom-up, c'est des produits, en fait. La prévision que des produits, après, on peut agréger jusqu'à arriver au niveau global boîte. Ouais. En faisant juste la somme. Du coup, cette prévision, c'est les sales. C'est les sales, c'est les account managers.
c'est eux qui connaissent le mieux le produit et le marché, qui sont amenés. Voilà, petite parenthèse. En fait, par défaut, il y a une machine qui fait la prévision de tout. Ok, par défaut. Après, bien évidemment, eux, ils ont la main pour retoucher s'ils jugent, s'ils estiment qu'il faut retoucher. Avec des caveats, voilà, par rapport au processus, peut-être que je vais parler plus tard, je ne pense pas que je vais l'introduire maintenant, avec un processus très strict de override, qu'on peut, en fait, peut écraser un peu la puissance de la machine, dans certains cas. Ouais. Okay, dans certains cas, dans un framework très, très restreint. Et après, chaque personne est mesurée sur sur leur accuracy passé. Et du coup, plus les personnes sont accurate, plus ils ont la possibilité de continuer à faire ce qu'on appelle des overrides, du coup, à écraser la prévision de la machine. Moins ils sont accurate et moins ils ont cette possibilité, jusqu'à les personnes les plus inaccurate, ils n'ont plus les droits de tout. Donc ça, peut toucher, ouais. Il vaut mieux ne pas avoir leur input. Ça, c'est un cas aussi que je voyais chez Zara, notamment, et c'est encore très très rare dans les entreprises. Parce que j'aime bien dans ton exemple, Mario, c'est que tu as une recommandation système, donc c'est-à-dire que si personne ne fait rien, ça tourne et l'entreprise ne va pas s'écrouler. On va pas dépendre sur une personne qui est la tête dans le guidon, qui va dire « Ah tiens, vas-y, je vais mettre 10 000 partout parce que là, j'ai pas le temps. » Et derrière, en fait, on va mesurer la qualité. Est-ce que tu vas améliorer la qualité ou la dégrader? Si tu la dégrades, tu vas perdre le pouvoir. Donc ça, c'est dans l'idéal, ça serait génial que tout le monde fasse ça. Dans la réalité, il y en a beaucoup qui peuvent pas faire ça aujourd'hui, qui n'ont pas ce process-là, mais c'est intéressant de voir où est-ce qu'on en est. À la fin, si je résume un peu ce que tu as fait aussi, c'est la personne qui connaît le mieux le marché et le produit qui devrait être responsable. Et en fonction de l'entreprise, c'est pas forcément la même personne. Une entreprise où vous avez beaucoup de commerciaux qui ont beaucoup d'informations, c'est mieux que ce soit eux, même si c'est pas des mathématiciens. Dans d'autres, ça va être le chef de produit qui est très connecté au marché, et dans des formats plus traditionnels, ça va être la supply chain qui est au milieu et qui a accès à un maximum d'informations et qui peut venir consolider. Et donc moi, dans la plupart de mes entreprises, c'était la responsabilité, c'était plutôt dans le demand planning et la supply chain. Mais sur certains types, comme par exemple les lancements produits ou des événements commerciaux, on venait mesurer la qualité de prévision du lancement de produit du chef marketing. Et si elle était mauvaise, on lui montrait déjà sa qualité de prévision. Et à un moment, moi, par exemple, j'avais les commerciaux, ce qui voulaient toujours avoir leur bonus et ils nous disaient toujours que c'était la fin de la supply chain, ils mettaient toujours des prévisions trop hautes. Et à un moment, moi, je mesurais que c'était toujours 30% au-dessus. J'avais été montrer ça en comité de direction. Et j'avais dit, à partir de maintenant, je réduis toutes les prévisions des commerciaux de 30% par défaut, ou alors vous l'améliorez. Donc, je pense que c'est important de mesurer, et c'est important, il y a des responsabilités de personnes qui doivent alimenter les prévisions, les informations, même juste un code article, c'est important de l'avoir si on l'a pas, des événements promotionnels, des lancements de produits. Ensuite, on a un expert en prévision qui doit prévoir, mais aussi un système, c'est pas un humain, mais c'est un système et un humain. Et on a des personnes qui doivent revoir, corriger et analyser les prévisions. Moi, ce que je peux vous dire par expérience, c'est qu'il faut souvent un facilitateur qui va faire en sorte que ce process tourne de manière cohérente, surtout dans les grandes entreprises. Et donc, moi, j'ai été ce facilitateur dans différentes entreprises. Voilà, j'étais la personne qui met tout le monde d'accord, qui va regarder les écarts. Et j'avais ce métier qui s'appelait SNOP Manager, Sales and Operation Planning. Mais aussi, je demandais à tous mes prévisionnistes ou demand planners d'être ce facilitateur de la production jusqu'à la distribution. Mamadou, tu travailles dans la distribution du groupe Carrefour à Dubaï, et toi aussi, toi-même et ton équipe devrez faciliter le processus de prévision de la partie produit jusqu'à la partie sales, et pas non plus porter toi-même toute cette responsabilité. Tu as 18 demand planners, tu peux pas tout faire, tu peux pas aller dans tous les meetings, mais moi, ce que je donnais, c'est que je donnais la responsabilité à chacun d'être encore une fois, ce facilitateur dans les entreprises. Donc, en tout cas, ce qui est important aussi, c'est de définir clairement qui a la responsabilité et soyez 100% clair sur ce point. Beaucoup d'entreprises ne sont pas claires et en gros vont dire c'est la faute de tout le monde ou c'est la faute de personne. Donc, c'est très clair. Toi, chez Mario, chez toi, c'est très clair, chez Amazon. Souvent, c'est pas clair. Et si c'est pas clair, à un moment, si vous avez le pouvoir, remontez-le ou clarifiez-le. Parce que sinon, ça va juste être un débat sans fin où tout le monde a tort et tout le monde va perdre à la fin. Tout le monde va être stressé et personne ne va faire ses objectifs. Ok? Super. Si vous avez d'autres questions, on y répondra à la fin. Mais là, on va devoir continuer. Le sujet suivant, c'est mes données ne sont pas fiables. Qui a des données pas fiables? Attends, avant de répondre. On a vu enfin les réponses du dernier sondage. C'était l'équipe commerciale en premier, 31%.
L'équipe supply chain en deuxième, 46%. Intéressant, c'était pas du tout pareil en anglophone ce matin. Toujours la supply chain devant. Always. Donc, moi tout le temps, très bien. Enfin, très bien, non, pas très bien. Mario, c'est quoi les données qu'on a vraiment besoin pour faire une prévision plus fiable? Bah, alors, parfois, avoir trop de données, c'est quand même un handicap. Chez Amazon, par exemple, beaucoup de données, on ne les prenait pas en compte parce que on avait fait des tests et si on les prenait, la prévision était moins accurate. Du coup, cette fois-ci, c'est pas d'en avoir plus que c'est mieux. En particulier, les données les plus, bien évidemment, les plus importantes sont les ventes en quantité. Ok, en général de manière hebdomadaire, c'est le plus fréquent. Après, on peut les éparpiller, ça dépend de ce qu'on fait. Chez Carrefour, peut-être sont au jour, etc. Mais voilà. La disponibilité des produits, ça c'est important parce que bien évidemment, si les produits ne sont pas disponibles, il vaut mieux le savoir. Et le reste, c'est, je dirais, secondaire. 3 ans, c'est bien de l'avoir. Moins que ça, on commence à avoir du mal à voir les trends et surtout si on commence à avoir des corrélations avec les produits, on les perd un peu à moins de 3 ans d'historique. Voilà, par exemple, une petite anecdote, chez Amazon, on n'utilise pas le prix dans les prévisions de vente. On n'a pas notion de prix ou de dollars ou de devise, quoi que ce soit. Parce que si on l'inclut, on a fait beaucoup de tests, on le fait tout le temps. En fait, c'est l'accuracy est pire. Voilà, se détériore. C'est quand même fou. C'est quand même fou de se dire, vous ne connaissez pas encore le prix chez Amazon pour vos prévisions. Oui, parce qu'on peut se dire que, en fait, le seul moment où vraiment le prix a un facteur très, très important, c'est quand il y a des erreurs de prix. Si la PlayStation est à 10 €, bah, bien sûr que ça va faire un canon. Ça va. Un erreur de prix. Voilà, ça arrive effectivement. En général, voilà, même quand il y a des baisses de prix, c'est pour stimuler la demande. Ça veut dire que c'est un produit qui se vend moins bien, etc. Du coup, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Et voilà, je pense, c'est mon intuition parce qu'on ne sait pas le pourquoi, mais en tout cas, dans les algorithmes qu'on utilisait, voilà, inclure le prix, c'était délétère. Donc, c'est hyper intéressant. Voilà, petit exemple. Pardon, vas-y. Et après, bon, des données qui sont fondamentales aussi, c'est tout des données, des attributs produits, ce qu'on pourrait appeler des attributs produits. Du coup, ça pourrait être la couleur, la typologie de produit, la catégorie, la sous-catégorie. Nous, on utilisait beaucoup le nom, le titre de produit parce que beaucoup d'informations sont cachées dans le titre. On n'a pas besoin de la structurer en elle-même. Voilà. Aujourd'hui, c'est assez simple d'utiliser cette information. Genre ventilateur, bah voilà. En général, il y a écrit ventilateur dans le produit. C'est rare qu'il n'y ait pas écrit ventilateur. Du coup, il faut juste faire une petite recherche et on sait que c'est un ventilateur. Et voilà. Après, description, après ça devient un peu compliqué parce que c'est des champs avec beaucoup plus de texte et sujet aussi à beaucoup plus d'erreurs. Mais je dirais le titre en général, c'est un tabac, il faut l'avoir. Voilà, par exemple. Ce qui est intéressant, je vois juste la remarque de Damien qui est pas d'accord avec toi. Et en fait, à la fin, je vais répondre à la question, Damien. Peut-être que dans ton cas, c'est important. À la fin, Amazon, ils ont tout testé avec du machine learning. Et la réponse est qu'ils ont des prévisions moins fiables en incluant le prix. Donc pour moi, il n'y a pas une réponse. Là, ce qu'on est en train de vous dire, à la fin, vous devez l'appliquer de votre côté, mesurer avec et sans, et voir quel est le meilleur résultat. Il n'y a pas de réponse absolue pour l'ensemble des industries. Et donc, dans ton cas, peut-être que c'est très important. Et bien sûr, quand tu fais une énorme promotion et que tu la prévois à l'avance pour enrichir la forecast, ça peut être intéressant. Vas-y, Mario. Ça, c'est différent. Ouais, ça, c'est différent, en fait. Parce qu'on peut avoir des baisses de prix. En fait, il y a 2 types de baisses de prix. On peut avoir des baisses de prix, voilà, parce que le produit ne se vend pas bien, etc. Sont baisses de prix. Ou on fait en promotion, en fait. Les promotions étaient bien prises en compte par la machine, par contre. Ouais. Parce qu'une promotion, en plus de la baisse de prix, il y a la mise en avant de la promotion. Okay, ça peut être de la pub, ça dépend. Un email, ouais. En retail physique, voilà, en retail digital. Mais en tout cas, voilà, il y a une mise en avant du produit. Chose que c'est vraiment, avec la baisse de prix, bien évidemment, mais c'est vraiment la mise en avant du produit qui fait la différence. Et ça, c'est bien pris en compte par la machine. Par contre, la baisse de prix sans la mise en avant de produit, une baisse de prix subie, tu t'alignes avec un compétiteur ou tu baisses le prix juste pour stimuler la demande, etc. En général, ça n'a pas une importance énorme et je pense que c'est pour ça qu'il n'était pas. Après, à nouveau, c'était nos algorithmes, nous. Ça dépend du type, on en parlera peut-être après, du type d'algorithme qu'on utilise, si la donnée a vraiment une importance ou pas. Ok. Après, il faut l'utiliser, il faut tester, il ne faut pas hésiter. Voilà, il faut toujours pas hésiter à tester des nouveaux inputs. Ça, on faisait tout le temps chez Amazon, par exemple. On testait d'inclure des nouveaux inputs et voir si ça améliore ou pas. Voilà, à la si fin. ça améliore, bah, tant mieux, on le prend. Et si ça améliore pas, bah, on le prend pas. Voilà, à la fin. Sachant qu'il y a aussi un coût d'augmenter au niveau d'input. Plus on met d'input et plus ça coûte cher d'un point de vue de calcul, etc., etc. Du coup, il faut aussi que l'amélioration soit importante. Sinon, c'est pas la peine. Très bien.
Je t'avance parce qu'on a encore plein de choses à partager. On Ouais, je répondra à des comprends. questions supplémentaires à la fin. À la fin aussi, ce qu'il faut savoir, c'est que plus de données n'est pas forcément toujours utile. Et plus de données, c'est plus de complexité. C'est pas forcément un meilleur résultat. On a l'exemple du prix ou de prendre en compte la météo future, qui peut être dans l'idée une bonne idée, mais en fait, ça marche moins bien. Et moi, je l'avais testé aussi. La conclusion de ça, si vous êtes beaucoup, vous êtes en niveau de maturité pas encore très élevé en prévision, c'est de commencer simple maintenant et d'optimiser plus tard. Et c'est une citation que j'utilise beaucoup de ton ancien patron, Mario. C'est de commencer avec 70% de l'information. Si vous attendez 90% de fiabilité, bah, vous allez être beaucoup trop lent et vous n'allez pas être en mouvement. Donc soyez en mouvement. Ensuite, on va parler au sujet suivant. J'accélère un petit peu. Je ne connais pas la bonne formule, le bon modèle pour prévoir. J'ai pas la bonne formule, la formule magique. Donc, voilà, pas forcément besoin d'être mathématicien, mais des fois on a l'impression que c'est pas mal de mathématiques. On se retrouve à lire des bouquins, peut-être on va faire un master en mathématiques comme toi, en mathématiques appliquées ou modeling, je sais pas quoi exactement ce que tu as fait. Moi j'ai une autre question à vous poser, c'est quel outil, quelle méthode de prévision utilisez-vous pour prévoir? Est-ce que c'est à la main ou par intuition? Est-ce que c'est une moyenne mobile? Est-ce que c'est un lissage exponentiel simple? Est-ce que c'est un lissage exponentiel avancé? Est-ce que c'est du machine learning? Je veux toujours pas les résultats en direct, ça marche pas très bien aujourd'hui, mais c'est pas grave. On les voit après. En tout cas, je vous propose d'avancer. Ce matin, c'était beaucoup à la main, intuition, moyenne mobile, et il y avait pas mal de lissage exponentiel avancé, étonnamment. Voilà les résultats du dernier sondage sur LinkedIn. Voilà, on avait la moitié qui était sur des modèles extrêmement simples et d'autres sur des modèles plus avancés. Je serais curieux de savoir qui fait du machine learning peut-être Voilà, on a Mathias qui fait XGBoost en machine learning. C'est un bon exemple de modèle très avancé. En tout cas, clairement, c'est pas le niveau de tout le monde aujourd'hui parce que ça met du temps à mettre en place. Et mettez les réponses dans les chats. En tout cas, Mario, c'est quoi pour toi le meilleur modèle de prévision? Bah oui, c'est du machine learning, bien évidemment. C'est le nec plus ultra, non, c'est la nouvelle technologie. Avec des caveats, ce que je dirais, avec des réserves, ok. Il faut que l'algorithme soit bien adapté à l'industrie dans laquelle on est en train de jouer. Et il faut que ce soit bien mis en place en fait par des personnes qui savent exactement ce qu'ils font, et il faut bien le paramétrer. Si on veut, par exemple, je disais tout à l'heure, utiliser les bons inputs. Il y a aussi un travail de normalisation, voilà, pour ceux qui font un peu plus de machine learning, normalisation des inputs. Il y a plein de phases, il y a plein d'étapes, ok, de préparation de la donnée, de gestion de la donnée qui sont mal faites. On va finir pour obtenir des résultats qui sont pires que voilà, des algorithmes beaucoup plus simples avec de machine learning. Du coup, il faut que l'algorithme soit bien fait. Après, si c'est bien fait, effectivement, c'est imbattable. Donc, effectivement, donc ça c'est la solution ultime, et ça dépend vraiment de votre niveau de maturité. On en a vu, vous êtes beaucoup à travailler sur Excel avec des modèles assez simples. Et tu l'as dit, si moi j'ai vu beaucoup d'exemples où dans la théorie ça devait être mieux, en fait c'était moins bien et ça battait même pas une moyenne mobile dans certains cas parce que soit on n'en avait pas besoin, soit c'était beaucoup trop complexe à mettre en place. Ce qui est important encore, le message qu'on veut vous faire passer, c'est que la complexité, le niveau de maturité doivent suivre. Et si je reviens ici, voilà, il y a un niveau de précision, un niveau de complexité. Je fais rien, je fais une prévision, ce qu'on appelle naïve ou statistique, on fait du demand modeling, on va commencer à rajouter des paramètres de plusieurs dimensions avant d'arriver au machine learning. Le machine learning, ça va de rien du tout à extrêmement avancé comme le fait Amazon aujourd'hui. Et aujourd'hui, encore une fois, il n'y a pas une solution pour tout le monde. Ça dépend où est-ce que vous en êtes dans ce process-là. Et je vous invite toujours à faire le 20-80, à appliquer 20% de la méthode et du modèle qui va apporter 80% du résultat. Au lieu de viser tout de suite 99%, vous allez mettre peut-être 5 ans pour le mettre en place. Donc certains ont déjà un niveau de maturité élevé, comme par exemple Mathias qui utilise le XGBoost par exemple, et d'autres moins, mais ça ne veut pas dire que vous n'allez pas réussir à fortement améliorer votre qualité de prévision. Vous partez probablement d'un niveau où il y a beaucoup plus de marge de manœuvre et d'amélioration, et c'est ça le plus important, quel que soit votre niveau. Donc après, comment choisir? Comment choisir? Pour moi, le plus important, c'est d'être en mouvement, c'est de commencer. Commencer à faire des prévisions, ne pas subir, mesurer, analyser, améliorer. Et moi, personnellement, j'ai commencé à un niveau très bas, vraiment très basique. Je mettais une vente moyenne fois une saisonnalité, et j'ai commencé à améliorer. Et en fait, ce qui compte, et je pense que notre force, Mario, c'est que on a bien pratiqué et on a beaucoup joué en fait. Et comme on a beaucoup joué,
bah, on a beaucoup progressé. Et la plupart d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le temps de jouer, ou pas, vous savez pas comment démarrer, ou vous restez bloqué peut-être pour une mauvaise excuse. J'ai pas les bonnes données, les ventes, etc. Peut-être c'est des vraies raisons. Mais à la fin, il faut pratiquer et c'est ce qu'on veut vous inciter à faire et ce que j'essaie de faire avec mes méthodes. Voilà, vous pouvez commencer par une prévision statistique très simple avec un rythme de vente, une tendance, une saisonnalité. Vous avez une prévision initiale et ensuite, bah, vous allez appliquer peut-être une info commerciale, même si c'est manuel, c'est pas grave à la main. Et à la fin, vous avez une prévision finale. Vous allez la mesurer par rapport à la réalité et vous allez vous rendre compte, bah, tiens, là j'ai un écart parce qu'en fait j'ai eu des ruptures, donc vous allez faire une correction sur la rupture ou une correction sur la tendance ou prendre en compte la tendance donnée par un commercial et pas celle donnée par votre formule Excel. Donc l'idée, c'est d'être vraiment en mouvement, ça c'est juste un exemple, et d'être dans un cycle d'amélioration. Et généralement, quand on travaille comme ça, bah, on finit toujours par trouver les bonnes solutions, les bonnes personnes à qui vous pouvez vous former pour dire, bah, tiens, cette personne va me donner la bonne information dans votre entreprise ou à l'extérieur, par exemple avec nous, les bons modèles. Et après, à la fin, la conclusion. Quelqu'un disait, je suis pas d'accord avec toi tout à l'heure, le meilleur modèle, c'est celui qui donne la meilleure fiabilité avec votre niveau de maturité. C'est pas juste dire, si je fais pas du machine learning, je suis nul. Sinon, vous êtes beaucoup à être nul aujourd'hui et c'est pas le cas. Donc c'est vraiment le discours aussi que je veux vous faire passer. Et moi, dans beaucoup d'entreprises, on a mis des modèles en place très simples, mais déjà juste parce qu'ils sont automatiques et ils ont une interface simple pour les utilisateurs, on a gagné énormément en fiabilité avant même de faire des trucs très compliqués comme le XG Boost par exemple. Un dernier point avant de passer à la suite aussi, n'oubliez pas de visualiser vos... on est un peu rapide, excuse-moi, on a beaucoup de choses à partager, mais on pourra revenir sur des questions à la fin. N'oubliez pas de visualiser vos prévisions. Moi, un vrai outil que j'utilise et que j'utilise toujours, surtout sur des produits, vos 20-80, vos codes A et B, regardez les courbes, le passé, le futur, les corrections, les ruptures, et vous voyez, moi j'apprends, c'est évident quand vous allez voir une courbe si la prévision elle est cohérente ou pas. Et donc moi, quand je faisais des prévisions sur des produits qui faisaient 20 ou 30 millions d'euros de chiffre d'affaires par an, bah, ça vaut le coup d'aller regarder à quoi ça ressemble. Et je trouve que c'est une des faiblesses des systèmes aujourd'hui, c'est que souvent, visuellement, il y a un vrai manque. Moi, par exemple, sur SAP, c'était très dur de visualiser des forecasts ou de les agréger. Et moi, j'avais vraiment besoin de pouvoir visualiser pour voir est-ce que c'était cohérent d'un point de vue graphique. Et j'ai beaucoup formé mes équipes avec des analyses graphiques aussi parce que c'est très intuitif. Donc, vous pouvez mixer. Vas-y. Je voulais rajouter justement sur le côté graphique, c'est important. Une chose qui est importante, c'est de bien connaître les faiblesses et les points forts du modèle qu'on utilise. Ouais. Okay, et il n'y a rien de mieux, effectivement, que de le voir avec une manière visuelle et d'aller voir les anecdotes. De quoi, à partir du moment où on mesure l'accuracy, on peut aller voir, par exemple, les produits ou le groupe de produits qui a l'accuracy la pire, par exemple, et comprendre pourquoi, etc. Du coup, on commence à connaître le modèle qu'on utilise. Et à force de le connaître, en fait, on peut corriger ses faiblesses. Voilà, c'est une chose qui nous permettra après, par la suite, d'améliorer l'accuracy tout court. Et du coup, peu importe ce qu'on utilise, il faut bien connaître ce qu'on utilise. En tout cas, pas la formule, parce que de côté technique, on s'en fiche un peu, surtout sous le machine learning, c'est impossible. Ouais. De connaître la technique, la formule mathématique, ça, on s'en fiche. En fait, de savoir à peu près comment il se comporte, comment il réagit. Okay, comme ça, on peut aussi prévoir et dans certains cas de figure, avoir le réflexe et dire, ah tiens, ça, c'est sûr qu'il va pas avoir un bon forecast, je vais regarder. Ouais. Okay. Ah oui, il y a cet événement, ah mince, la forecast là va pas bien réagir, je vais regarder, je vais ajuster directement, je vais prévoir des ajustements, etc., etc. Mais il faut bien avoir en tête le comportement du modèle qu'on utilise. Voilà, et suivre les updates du modèle s'il y en a, etc. Ce qui est intéressant, moi j'apprenais beaucoup à chaque semaine, je regardais les 10 plus grosses erreurs. Je regardais les 10 plus grosses erreurs en valeur. Et en fait, j'allais vite voir, en gros, il y a sur certains, par exemple, sur certains sujets, des ventes extrêmes ou des ventes de clubs, quand j'étais chez Decathlon, ils se louent complètement. Après, il y a des choses qui sont prévisibles, pas prévisibles. Mais moi, c'est surtout par les plus grosses erreurs que j'apprenais et c'est une analyse que je recommande toujours. Maintenant, on va parler des systèmes parce qu'on parlait, il y a des problèmes graphiques avec les systèmes, mais est-ce que vous n'avez peut-être pas le bon outil pour prévoir? Donc, on va refaire le sondage. On espère que ça marche mieux cette fois. Quel est l'outil que vous utilisez pour faire vos prévisions? Est-ce que c'est est-ce que c'est Excel? Est-ce que c'est un ERP? Est-ce que c'est un logiciel de prévision dédié? Est-ce que c'est Python ou R? On n'a pas mis machine learning cette fois, ça nous manque, c'est pas grave. Voilà, quel outil vous utilisez? Alors Python, c'est pas vraiment un logiciel, c'est un langage, mais on se comprend entre nous. Et je serais curieux d'avoir les résultats s'ils s'affichent. Ils s'affichent pas cet après-midi.
Ok. Bon, en tout cas, cliquez quand même, on sait jamais, on va peut-être les avoir un jour. Ce qui était, en tout cas, les résultats de ce matin, vous étiez à 2 tiers sur Excel. Vous étiez à 20% sur ERP et logiciel, et il y avait un tout petit peu sur Python et sur Machine Learning. Donc, vous pouvez peut-être aussi le mettre, voilà, Exceller. On peut pas choisir la plus réponse, non, désolé. On a des petits soucis de sondage aujourd'hui, mais c'est pas grave. Voilà les résultats qu'on a eu sur LinkedIn, sur mon profil. Vous pouvez d'ailleurs me connecter avec moi après le webinaire. Excel, voilà, 62%. Donc, tout le monde parle de machine learning, mais il n'y en a pas beaucoup qui en font. Et voilà, il y en a certains qui en font aujourd'hui, mais clairement, vous n'êtes pas la majorité. C'est la réalité. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette réalité? Déjà, est-ce que Mario, toi, tu utilises Excel à Amazon ou pas? Il paraît que vous êtes 100% Oui, on utilise, bien évidemment, c'est-à-dire que tout le monde utilise Excel Amazon. C'est un outil extrêmement souple qui nous permet de faire plein d'analyses rapides, surtout quand on ne sait pas trop ce qu'on fait en fait. Ça nous permet vite de changer, de creuser, etc. Chose que si on devait le faire dans le dur, en tout cas même dans un langage de programmation, ou que ce soit dans MATLAB ou peu importe, ça nous prendrait beaucoup plus de temps parce qu'on ne sait pas vraiment où on va. Excel, ça nous permet d'être beaucoup plus souple et d'aller beaucoup plus vite. Ouais. On faisait même des petits prototypes, des choses un peu plus avancées que juste du reporting ou de l'analyse sur Excel, par exemple. Ouais. Okay. Après, oui, bon, les prévisions de vente étaient faites sur machine. Ok. Ce qu'on faisait par contre sur Excel, moi je l'utilisais beaucoup, surtout, voilà, je faisais effectivement des proof of concept sur Excel où il y avait même des utilisateurs. On peut bien utiliser Excel, on peut aussi permettre à des utilisateurs d'écrire sur des bases de données, etc., pour aider les utilisateurs à overrider la forecast. Okay, de donner des conseils, par exemple, on peut suggérer des produits à overrider, comment les overrider. Tu vois, on peut donner des conseils. On n'a pas suffisamment peut-être de données pour le faire nous-mêmes. Parfois, oui, d'ailleurs, ce qu'on appelait, nous, des offline models, c'est-à-dire des modèles spécifiques pour certaines gammes de produits. Je fais un exemple, les calendriers. Les calendriers, la machine ne savait pas trop les prévoir. Nous, on savait beaucoup mieux le faire parce qu'on comprenait l'histoire des années, quand les gens achetaient les calendriers, etc. La machine n'avait pas trop l'idée, c'était une niche trop petite pour être prise en considération d'un algorithme aussi grand. Et du coup, on pouvait améliorer là-dessus directement. On n'avait même pas besoin de demander à l'utilisateur. Par d'autres produits, on sait par certes que ça va être un peu faux, etc. Et du coup, on peut demander à l'utilisateur, tiens, tu peux revoir celle-là, elle nous semble un peu faux. Et du coup, je dirais un peu plus après, mais homme plus machine, on arrive à obtenir des prévisions qui sont vraiment très, très, très bien. Là, se complémentent bien. On parlera du futur après, du futur de la prévision, mais en tout cas, voilà. Moi, je regardais les offres d'emploi chez Amazon. L'une des premières compétences, c'est de bien utiliser Excel. Donc, je peux vous dire que cet outil est loin d'être mort. Il y a beaucoup de nouveautés qui arrivent. Après, moi, je reviens sur l'objectif d'aujourd'hui. C'était qu'est-ce que vous pouvez changer en 4 semaines? Vous n'avez probablement pas changé votre ERP en 4 semaines. Moi, j'ai travaillé sur des projets qui duraient 5 ans pour changer un ERP. Donc voilà, vous avez différentes solutions, mais l'idée c'est qu'est-ce que vous pouvez faire demain matin, et même tu vois chez Amazon, je vais commencer par un petit prototype, je vais l'améliorer et ensuite je vais le transformer. Je trouve que c'est un très bon exemple que moi aussi j'ai beaucoup fait, et si vous êtes consultant, j'imagine que vous travaillez comme ça aussi. Olivia par exemple, que je connais bien. Voilà, la première solution, ça reste quand même d'améliorer l'utilisation de votre ERP, qui est pas toujours très friendly user, agréable. Ça te manque SAP, Mario, depuis Decathlon? Pas du tout. Bon, non. J'en ai peur. J'ai des cauchemars. Bon, après, voilà, c'est une machine qui tourne, mais c'est pas très intuitif. Vous êtes probablement nombreux sur SAP, en situation de monopole aussi, donc ils n'ont pas une vraie pression de s'améliorer. Solution 2, vous vous connectez à un logiciel de prévision. Donc, on en a c'est une vraie tendance aujourd'hui. C'est trop compliqué de changer un ERP, donc on va connecter un logiciel de prévision. Mamadou, par exemple, qui est ici parmi nous, tu me racontais, voilà, d'avoir une boîte noire, on sait pas trop ce qui se passe, on la connecte et puis il nous ressort un truc, mais on sait pas ce qui se passe dedans. Des fois c'est bien, des fois c'est moins bien, surtout si on comprend rien et après on fait pas confiance, donc on retourne sur Excel. Donc il y a plein de logiciels, on n'est pas sponsorisé par un logiciel aujourd'hui pour vous dire lequel est le bien ou mieux. Je pourrais pas vous dire, je pourrais pas vous en donner un comme ça de toute façon, mais c'est aussi une solution plus rapide que de changer de ERP. La troisième, c'est d'utiliser Python et autres pour venir nettoyer, consolider, calculer des prévisions. Ça demande des compétences avancées en code aujourd'hui, mais certains d'entre vous le font déjà et vous pouvez accéder à certaines librairies de manière très efficace. Et vous pouvez aussi continuer sur Excel, c'est pas une honte, ça va vite. Moi, je connais bien ce sujet-là pour consolider, nettoyer, calculer, visualiser, analyser et aussi améliorer votre processus. Mais aussi, moi, c'était un outil que j'utilisais beaucoup
pour faire pratiquer mes équipes parce que c'est très visuel, c'est très didactique et c'est ma principale manière de donner ma pédagogie aujourd'hui parce que tout le monde y a accès sans coût supplémentaire et on peut aller très vite, rapidement. Donc maintenant, quel outil choisir? Voilà, ça dépend surtout de quel temps de mise en œuvre vous voulez. Est-ce que vous voulez améliorer demain matin? Dans ce cas-là, Excel sera plus rapide. Vous voulez apprendre à coder le Python, vous voulez installer un logiciel de prévision, mais il faut un accord commercial avec votre entreprise, ou changer votre ERP de 1 à 8 ans. Il y a plein de critères de la simplicité à la flexibilité, ce que vous pouvez bien corriger, les simulations, gérer le big data. C'est sûr qu'un ERP, c'est mieux intégré dans le meilleur des mondes, il faudrait que tout soit dans un seul outil, mais dans la réalité, ils sont pas du tout flexibles et rigides dans la plupart d'entre eux. Et c'est un vrai coût juste de rajouter un module quand même. IBP, par exemple, SAP, ça coûte un paquet d'argent. Et généralement, les entreprises en payent déjà beaucoup, elles ne veulent pas forcément rajouter, ça prend des mois, voire des années de décision. Donc moi, je reviens sur le sujet du jour, c'est qu'est-ce que vous pouvez faire en 4 semaines? Vous pouvez y aller étape par étape, vous pouvez améliorer votre situation dès aujourd'hui sur Excel, peut-être explorer d'autres technologies avant d'automatiser. Moi, je mettais en place des projets sur différents ERP, où là, ça prenait plusieurs mois, voire plusieurs années pour optimiser tout ça. Donc il n'y a pas de bonne solution, ça dépend de vos objectifs. En tout cas, je peux vous dire, Excel n'est pas mort parce que Python vient tout juste de débarquer sur Excel, donc il va régler beaucoup de problèmes de complexité d'interface. Et avec l'arrivée de l'assistant Copilot, qui est un peu le chat GPT de Microsoft, vous allez pouvoir commencer à coder du Python beaucoup plus rapidement sans nécessairement passer 2 ans en master en Python. Donc ça, c'est hyper intéressant et on en reparlera notamment à la fin et on est en train déjà de tester les versions bêta qui sont très prometteuses. Voilà. Donc, est-ce que on a les résultats des sondages maintenant. Donc, Excel, 72% sur Excel aujourd'hui. La vache, c'est beaucoup. Maintenant, j'ai une dernière question à vous poser avant de passer à la suite. On a encore pas mal de choses à vous présenter. Vous n'avez pas le temps. Vous êtes plusieurs à me dire. Vous êtes combien à me dire? Voilà, vous avez pas le temps même d'améliorer votre situation actuelle. Vous étiez plusieurs. J'ai essayé de faire des appels avec vous. On n'arrivait même pas à caler un appel d'1 heure avec moi parce que vous n'aviez pas le temps. Donc, est-ce que vous aussi, vous avez l'impression de travailler comme un pompier, les amis? Non, tranquille, oui. Ou est-ce que vous êtes proche du burn-out? Vous voyez les anciens résultats avant? Je vais boire un peu de thé. Mettez dans les commentaires aussi. J'espère que vous n'êtes pas proche du burn-out. Prenez soin de vous en tout cas. Moi, c'était assez douloureux il y a quelques années. En tout cas, voilà, pour vous donner un peu comment avoir plus de temps, on reviendra dessus à la fin. Déjà, commencez par mesurer. Et beaucoup de fois, on mesure pas, donc en fait, on ne sait pas où on va, on navigue à vue. Ensuite, quand vous mesurez, allez à l'essentiel. Je vous donnerai tout à l'heure une analyse des gaps, des principales erreurs, toujours se concentrer sur les plus grosses erreurs en valeur. Automatiser, si vous avez 90% de vos prévisions automatiques, déjà, vous allez perdre moins de temps et vous allez vous concentrer que sur la valeur ajoutée. Protégez votre temps et merci d'avoir protégé votre temps aujourd'hui en venant avec nous. Ça nous fait super plaisir. Et aussi éduquer les autres sur comment aussi être plus productif et aussi protéger du temps. Peut-être aller dans moins de meetings qui sont moins importants pour vous. En tout cas, c'est une vraie culture de protéger son temps dans un monde où on est toujours plus sollicité. Et donc, c'est pour ça que voilà, je voulais en parler parce que c'est un vrai défi aujourd'hui de mettre son attention sur ce qui aura le plus de résultats. Maintenant, est-ce que vous voulez aller beaucoup plus loin ou pas? Passer au niveau supérieur? Non ou oui? Non? Oui? Ah, Carole, oui? Ouf. Sinon, on va prendre un croissant avec Mario. Ok, très bien. Go, 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 go. Eh bien, j'ai une mission à vous proposer. La situation est grave. On parlera de Power BI à la fin. Mais en attendant, Lance Armstrong, il a besoin de votre aide pour sa nouvelle entreprise après des épisodes tumultueux sur le Tour de France. Son entreprise I Will Survive est en péril et donc il cherche un expert en prévision urgent pour pouvoir rétablir la situation avec un comité de direction très tendu. Notre Bernard Layoff, le CFO, qui est très tendu. Il n'y a plus de trésorerie apparemment dans l'entreprise. Lady Gaga Galactic Marketing Director qui est fatigué d'Excel et qui veut juste exprimer ses créativités. On a Jeff Bezos qui lui a viré beaucoup de personnes pendant la pandémie. Il n'a pas réussi à répondre à la demande dernièrement. On a Elon Musk qui veut réinventer l'industrie du vélo avec un nouveau vélo volant. On a Jack Machine qui voudrait juste avoir des capacités de production stables sur les 2 prochaines années, mais il les aura jamais. On a Mark Zuckerberg qui est fatigué d'avoir des Excel dans tous les sens. Il voudrait juste qu'on utilise son ERP, même s'il ressemble à rien.
On a Leonardo Wolf, le directeur des ventes, qui lui, basé à Wall Street, lui, il veut que faire son bonus et le reste, en fait, c'est pas important, mais c'est surtout à cause de la supply chain s'il le fait pas aujourd'hui. Et on a Michelle Bamaker, la responsable RH, qui, elle, ce qui compte, c'est que les gens soient heureux et apaisés, et c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Il y a pas mal de stress. Donc ça, c'est une histoire qu'on va vous raconter, et on est sur une entreprise qui produit et distribue des vélos, des accessoires et des collections de textiles aux États-Unis, de la production jusqu'aux clients, avec des très grands clients très connus et d'autres moins connus. Et en gros, après une explosion pendant la pandémie des ventes, ça va pas du tout, ils font pas du tout leurs chiffres, et cette année, ils sont encore en retard, avec 10% de retard sur la progression des ventes. Et donc, vous avez 4 semaines pour sauver l'entreprise de Lance Armstrong. Et pour ça, je vous rassure, vous n'êtes pas seul cette fois-ci. On va vous proposer de rejoindre la méthode Forecasting Expert pour générer des prévisions plus fiables en moins de 4 semaines. Donc maintenant, je vais vous présenter à quoi, en gros, ce travail. Il nous a fallu 5 ans pour préparer cette méthode, et ensuite on reviendra sur toutes les questions et le futur de la prévision, je vous rassure. Mais ce qui est intéressant, c'est que je vais vous présenter les 8 étapes que vous devriez avoir, en tout cas avoir votre propre process, que vous nous rejoigniez ou non, pour pouvoir améliorer vos prévisions. Ce qui est important, c'est qu'un process de prévision, c'est pas seulement une formule ou un outil, c'est des méthodes et des process, une communication qui est claire et des outils, et pas seulement l'un des trois. Et la première étape, ça va être de définir vos objectifs, et donc vous allez rentrer en immersion. Donc c'est bravo à toute l'équipe, parce qu'on a créé grâce à l'intelligence artificielle, vous allez avoir des meetings, Zoom meetings avec ces personnes-là. Ils sont très tendus, comme vous pouvez le voir. Et vous allez leur poser la question de quoi vous avez besoin. C'est quoi les objectifs de cette entreprise, de vos prévisions? Pourquoi vous n'êtes pas content aujourd'hui? Donc, on va définir les objectifs ensemble. Ensuite, la deuxième étape, on va venir collecter et transformer et nettoyer les données avec Mark Zuckerberg, qui, lui, voudrait juste que vous arrêtiez d'utiliser Excel, mais il n'a pas beaucoup de solutions à vous proposer. Donc, on va revenir sur ces sujets-là, et notamment comment l'automatiser avec différents outils comme Power Query, qui est très puissant. Ensuite, on va revenir avec Mario sur comment choisir le bon modèle, justement, de très simple à très avancé, en fonction de votre niveau de maturité, et on va vous expliquer comment choisir le bon modèle avant de réaliser des prévisions pour des produits permanents, des produits collections, des prévisions financières macro, des prévisions produits, comment intégrer les tendances, les saisonnalités, les promotions, comment faire des corrections manuelles, comment intégrer les inputs du marketing et des ventes sans leur donner peut-être trop de pouvoir comme le fait Amazon. Donc tout ça, c'est ce qu'on va pratiquer ensemble avant de pouvoir mesurer, analyser et ajuster les prévisions. Vous voyez qu'on est sur un cycle de correction, vous allez mesurer, peut-être que vous allez dire « Ah tiens, ce modèle-là, il manque par exemple de la correction des ruptures, donc je vais le rajouter ». Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le pratiquer ensemble sur des milliers de produits, donc c'est pas juste du blabla, c'est vraiment des vrais exemples. Mesurer la fiabilité, faire de l'analyse micro-macro, regarder les gaps, les écarts, faire des analyses graphiques, et je vous expliquerai aussi mon parcours en tant que SNOP Manager, comment je trouvais un consensus. Voilà, je parlais tout à l'heure de se concentrer sur l'essentiel pour gagner du temps. Ça, c'est le genre d'exemple qu'on va calculer ensemble. Voilà, vous voyez que vous avez le premier produit tout en haut, il y a 210 000 dollars d'erreurs de prévision, et celui tout en bas, il y a 21 000. Donc vous avez intérêt, vous avez 10 fois plus d'erreurs sur celui tout en haut, et il faut absolument concentrer son énergie sur les plus gros écarts au début. Sinon, vous allez passer 10 fois plus de temps pour rien. En tout cas, pour le même résultat. Donc ça, c'est juste un exemple, et vous devriez avoir ce genre d'analyse une fois que vous avez des prévisions qui sont générées automatiquement, qui est le process suivant, automatiser vos process. Pour moi, l'un des principaux bénéfices, si vous n'avez pas un niveau de maturité avancé, c'est déjà d'avoir des prévisions générées automatiquement en quelques heures, pour pouvoir, en quelques heures la première fois, ensuite c'est quelques secondes, pour pouvoir vraiment avoir déjà une recommandation qui vous permet de vous concentrer uniquement sur la valeur ajoutée. On vous expliquera comment le faire sur Excel, sur différents outils, et on vous présentera de nombreuses démos. La 7e étape, c'est de responsabiliser vos équipes. Voilà, devenir facilitateur, déléguer, communiquer. Il y a beaucoup de personnes qui travaillent dans leur coin, mais ils n'en parlent jamais. Donc voilà, on ne sait pas trop ce qui se passe. Ils vont pas réussir à avoir les informations nécessaires pour améliorer leur modèle de prévision, ou simplement pour être visible, ou aussi pour montrer que leur travail est top et qu'ils méritent une promotion. Donc ça, c'est vraiment un sujet que j'ai aussi beaucoup fait tout au long de ma carrière. Je vous expliquerai comment responsabiliser, mais aussi en tant que manager, comment déléguer, parce que ce qui compte, c'est votre équipe, avant de passer sur préparer le futur. Donc là, l'idée, c'est de se concentrer sur les 4 prochaines semaines, mais aussi de parler du futur, parce que pour préparer les bonnes fondations. Et donc avec Marion, on reviendra sur les nouvelles technologies,
le machine learning. On fera de nombreuses démonstrations de futurs outils pour vous l'ayez dans un coin de la tête, que vous soyez déjà prêt de ce qu'il est possible de faire et ce qui sera possible de faire dans le futur. Donc ça, c'est vraiment ce qu'on propose de faire. Il y a de nombreux membres aujourd'hui qui nous ont permis de créer cette méthode. Donc merci à vous. Merci à Olivia, à Yann, à Jérémy, qui est aussi un directeur financier qui nous a aidé à créer cette méthode. Enzo, aussi on a de nombreux étrangers, les Canadiens. Merci à Mamadou aussi, on était à Paris il y a quelques mois. Vraiment, c'était une super aventure et voilà, on l'a fait sur de très nombreuses industries et maintenant, on est prêt à vous la proposer avec aussi le certificat officiel sur une compétence extrêmement recherchée, surtout en ce moment dans un monde d'incertitude, une formation qui a aussi été validée par la Calliope, le gouvernement français. Donc on est fiers aussi de ça. Et vous pourrez partager aussi vos certificats comme vous le faites depuis longtemps avec ABC Supply Chain. On vous proposera aussi, comme d'habitude, un support humain 100%, un support vidéo 100% humain avec un nouvel outil vidéo. Vous pourrez partager votre écran avec nous, avec moi et aussi mon équipe que je resalue. Merci pour votre aide. Pierre, Tracy, Ancora et Eric. Je suis plus tout seul derrière ABC Supply Chain et merci sincèrement pour toute votre aide et tout l'accompagnement que vous faites depuis déjà longtemps avec moi et je ne ferai pas grand-chose sans vous aujourd'hui, donc merci à tous. Voilà, en tout cas, ça fait déjà un moment. Au début, on n'était que francophone et on est devenu très international. On a commencé aussi à faire des apéros à Paris dernièrement. Et le prochain, alors je ne l'ai pas annoncé à l'équipe encore, mais on fait une réunion d'équipe à Arcachon fin octobre. Et je pensais faire si vous êtes dans la région du Sud-Ouest, on va tous se retrouver là-bas. On pensait faire un petit apéro barbecue fin octobre. C'est quand la date déjà? Ça serait plutôt le dimanche 29 octobre ou le lundi 30 octobre. Donc si vous êtes dans la région, envoyez-nous un message par email ou par LinkedIn et on essaiera de se rencontrer. Moi, ça me fait super plaisir de revoir On est une école en ligne, mais ça nous fait super plaisir de voir des gens en vrai aussi. Donc voilà, juste pour terminer, je revenais sur les coûts. L'idée, c'est de diminuer ces coûts, d'avoir le moins d'impact possible sur vos performances, vos stocks, votre cash, votre temps, essayer de booster votre carrière, d'avoir moins de stress et de limiter notre impact sur notre belle planète. Et à la fin, l'idée, c'est de booster vos compétences en 4 semaines, pas en 4 ans, de manière très holistique, technique, business, finance, communication, S&OP, productivité, innovation, gestion du stress, gestion des égos aussi, pour vous donner plus de visibilité, de performance, de temps et d'opportunités de carrière. C'est tout ça qu'on vous propose. Je suis super fier d'être enfin prêt à vous la proposer avec Mario et toute l'équipe. Voilà, l'idée c'est que c'est pas un truc full-time. On a mis beaucoup de temps pour simplifier, pour pouvoir agir dès maintenant. Et l'idée c'est d'y passer 4 heures par semaine pendant 4 semaines. Et si vraiment vous êtes occupé, vous pouvez le faire à votre rythme, peut-être 1 à 2 heures le week-end. Mais l'idée c'est de pouvoir dès les prochaines semaines appliquer des applications concrètes pour améliorer votre qualité de prévision. Donc ça, c'est l'ensemble du process qu'on va faire ensemble. Et l'idée, c'est au bout de 4 semaines, tout le monde est content et vous allez donner plus de visibilité et sauver cette entreprise qui est en péril et qui a besoin de ressources. On va aussi proposer une mise à jour gratuite pour les nouveaux membres. On va faire une démo de à quoi ça ressemble de faire des prévisions Python sur Excel. Pour l'instant, on est en version bêta et on va vous montrer quel est le potentiel aujourd'hui et qu'est-ce qui est en train d'arriver. On vous fera des nouvelles démonstrations de prévision avec des assistants intelligence artificielle comme ChatGPT. Et Mario vous montrera son workflow, comment il analyse ses prévisions. C'est ça, comment tu définis ce process? Vas-y. Comment je les améliore. Comment tu les améliores avec un workflow, avec Ça passe par analyse, mais voilà, c'est les actions qu'on entreprend pour les améliorer. Le processus de décision pour améliorer ses prévisions. Donc ça, c'est aussi super important. La boîte à outils des prévisions, on a pas mal de petits outils en plus de ceux qu'on va proposer pour améliorer vos prévisions et vos lancements. Et donc ça, on montrera, c'est des outils que moi j'utilise depuis plusieurs années. Nombreux sont gratuits. Donc c'est la petite boîte à outils, pas la grosse boîte à outils des prévisions. Et ça, c'est uniquement pour les Français. Aujourd'hui, ceux qui sont en live. Pour les 10 premiers membres qui vont nous rejoindre, on va proposer un nouveau format. C'est un mentoring avec un membre expert qui est passé de je ne sais pas faire de prévision à super avancé Python. Vraiment, j'étais impressionné par son parcours. Je ne vais pas donner son nom aujourd'hui. Mais pour les 10 premiers qui nous rejoindront très probablement aujourd'hui, eh bien, vous aurez, en plus de notre accompagnement, un appel mentoring avec lui. On en a discuté avant et j'étais vraiment impressionné. Je pense que ça peut surtout vous aider dans la partie processus de prévision, analyse et vraiment mettre en place les bons outils. Donc ça, c'est un nouveau format qu'on va tester. Et pour l'instant, on peut garantir que sur les 10 premiers qui s'inscriront
pendant ce webinaire. Donc, tenez-nous au courant et merci à la personne qui est présente aujourd'hui pour son aide. Donc maintenant, voilà pour le programme. Je reprendrai les questions après, mais voilà, le programme complet avec tout ce que j'ai présenté, les bonus et aussi une garantie progrès 60 jours. Peut-être que vous avez un niveau déjà très avancé. Si c'est le cas, on a une garantie. Si vous n'avez pas progressé avec nous, on vous remboursera. Mais pour la plupart d'entre vous, par rapport aux résultats des sondages que j'ai vus, je pense que je suis assez confiant entre moi et Mario qu'on va vous apporter pas mal de choses pour améliorer votre qualité de prévision. Dernier point, je vous donne le lien si vous voulez regarder. On vous l'enverra aussi par email. Et on a aussi un nouveau format, c'est le format équipe. Donc tout à l'heure, je parlais, si vous êtes manager, comme toi, Mamadou, par exemple, tu vas pas faire tout le travail toi-même. Et souvent, quel que soit le système ou l'entreprise, moi, si on va dans vos entreprises avec Mario, on va probablement avoir des meilleurs résultats. On va avoir des bons résultats, en tout cas. Pourquoi? Parce qu'on a cette logique on sait comment améliorer une situation actuelle, quel que soit le système. Et donc, l'idée, c'est aussi, si vous êtes manager, c'est de monter cette équipe d'experts, de monter le niveau de tout le monde et de réduire les écarts. Et ça, c'est ce qu'on vous propose avec la formule Forecasting Expert Team, où vous pouvez faire monter en compétence en même temps l'ensemble de votre équipe. Vous n'avez pas besoin de les mettre à l'arrêt. Ils vont faire ça en complément seulement quelques heures par semaine. Et au bout de 4 semaines, vous aurez une nouvelle équipe qui sera beaucoup plus à même d'améliorer la situation. Vous pourrez vous reposer dessus en tant que manager. Et clairement, ça peut faire une grosse différence, surtout si vous êtes à éteindre les feux ou à faire le travail à la place de votre équipe chaque semaine. Vous devez simplement nous contacter avant vendredi pour qu'on puisse aussi avoir une première prise de contact et ensuite on vous donnera les étapes à suivre. Donc voilà les amis pour ce qu'on voulait vous présenter. Maintenant, on n'a pas terminé, on va parler du futur de la prévision. Si vous devez aller dans un autre meeting, merci pour votre confiance, tous ceux qui nous soutiennent depuis un moment. Et maintenant, vous avez l'email, vous pouvez nous contacter par tout ce que vous voulez. On a même une page Instagram maintenant, mais contactez-nous plutôt par email. On en reparlera à la fin, Tracy. Mais maintenant, voilà, vous êtes encore 200 personnes. Merci pour tous vos retours. Et Véronique, pour ceux qui ont loupé le début de la présentation, on a une session de rattrapage demain en anglais. C'est la dernière de l'année live. Demain, fin d'après-midi en anglais, vous pouvez aller sur le site et vous verrez, vous pourrez vous inscrire en anglais. Si vous avez loupé le début, on n'a pas prévu de partager le replay parce que, en gros, on va fermer les inscriptions à Forecasting Expert d'ici vendredi. Donc, on ne veut pas avoir de personnes qui nous contactent après sur ce sujet-là. Voilà, les amis. Maintenant, on va parler du futur, Mario. Yes. Merci, Véronique. Merci à tous ceux qui vont partir et tous ceux qui vont rester. On a vraiment du temps, donc on est tranquille. Mario, il est quelle heure chez toi, là? 11h16. Ah, il est 11h16 du soir. On fait quoi, jusqu'à minuit max? Et après, tu vas te coucher? Oui, pas en part. Ok, c'est gentil. En tout cas, le futur de la prévision. Mario, tu commences à nous parler. C'est quoi? Alors, pour moi, Amazon, c'est déjà le futur de la prévision. Pour la plupart d'entre vous, vous n'êtes pas Amazon. Donc, pour moi, tu représentes déjà le futur de la prévision. Mais c'est quoi le futur du futur? Explique. Alors oui, je voulais juste, j'ai un avis personnel effectivement là-dessus. Il y a toujours aujourd'hui une forte tendance à parler de machine learning et encore plus d'intelligence artificielle récemment. Je trouve que c'est des belles technologies, mais ils ont aussi des limites auxquelles c'est des technologies tellement belles qu'à parfois on oublie un peu leurs limites, on les voit pas tout de suite. Okay? Du coup, je fais souvent l'exemple de full self-driving car. Okay? Ça fait peut-être une dizaine d'années qu'ils nous promettent qu'année prochaine, on aura plein de self-driving cars. Et au bout d'un moment, ça fait peut-être 2-3 ans, ils ont vraiment arrêté d'en parler. Parce qu'ils se sont rendus compte que c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Ça marche bien dans 98% des cas, mais en fait, 2% des cas, ça marche vraiment pas bien. Du coup, c'est juste pas possible. Par contre, effectivement, que la voiture ou la machine se conduise toute seule dans la plupart des cas et après qu'ils sachent se rendre compte de quand a besoin de l'homme et comment le faire interagir, ça devient vraiment intéressant. Ça vraiment intéressant. Et je pense que c'est aussi le futur des prévisions de vente, c'est-à-dire que c'est une symbiose entre l'homme et la machine. Okay? Il y a la machine qui fait la plupart du boulot, mais parfois, il demandera à l'homme d'intervenir, et pas d'intervenir en disant du coup, combien on va en vendre, mais peut-être en demandant de l'information complémentaire. Genre, il y a une pub, sur quelle chaîne TV, à quelle heure, elle va passer combien de fois. Ok, j'ai. Et du coup, il va mettre le chiffre, par exemple. C'est un exemple. C'est là, je pense qu'il y a le nerf de la guerre. C'est pas forcément dans la machine, parce que bon, je dis pas qu'on est à peu près la même machine, mais bon, au bout d'un moment, les technologies sont plutôt diffusées en large public au fur et à mesure des années.
Je pense que là où il y a vraiment le grand enjeu, c'est comment faire communiquer l'homme et la machine de manière efficace. Ouais. Voilà, ça c'est pas du tout évident. Et je pense que c'est là-dessus où on mettra de plus en plus l'accent dans le futur, que ce soit sur les prévisions de vente ou peu importe, je pense plein d'autres technologies. Pas pour tout, pas pour tout. mais en tout cas, pour les sujets qui utilisent de la donnée, moi j'aime bien l'utiliser. Il y a des niveaux d'autonomie, hein, vous voyez, de 0 à 5, entre j'ai pas du tout d'automation, où j'ai juste une alerte sur attention, tu croises la ligne blanche, voilà, je peux rouler en autoroute de manière automatique, je peux même tourner. Les Tesla maintenant, elles peuvent faire certains trajets de manière quasiment automatique. Et en fait, ce qui est intéressant pour la prévision, c'est posez-vous la question, où est-ce que vous en êtes? Est-ce que vous avez rien du tout et vous subissez un système? Ou est-ce que vous avez déjà une assistance avec une recommandation? Ou est-ce que vous êtes partiellement automatique? Ou est-ce que vous avez vraiment uniquement l'humain qui va intervenir dans des sujets très précis? Peut-être que vous pouvez mettre dans le chat 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, où est-ce que vous en êtes aujourd'hui? Je suis curieux pour voir par rapport à la prévision, pas par rapport à votre voiture. Mettez 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Quelle est votre situation? Voilà, 1. Déjà une driver assistance, 2. C'est bien. Joseph, merci. 1, 2. 1, 2. Il y a un 4 peut-être? Non? 0, Bérangère. C'est pas grave. Bérangère, c'est toi qui as le plus gros potentiel d'amélioration. Donc, c'est toi qui vas pouvoir l'améliorer le plus. Mettre en place juste déjà une automation, une prévision automatique avec une saisonnalité, une tendance et un rythme de vente qui va prendre en compte voilà, certains aléas à la rupture. Juste ça, déjà, vous allez gagner un paquet parce que c'est facile à mettre en place. Vous n'avez pas besoin de changer le RP et vous allez gagner énormément de temps. Donc, moi, je voulais vous en parler. Je pense que le futur de la prévision, moi, je trouve que tu l'as très bien résumé. Je pense que les logiciels, j'espère, vont vraiment évoluer. On a les ERP et on a les outils d'assistance comme voilà les chats GPT, Excel, etc. Il y avait Dan Shipper qui mentionnait les malléables software. C'est en gros des softwares qui vont pouvoir évoluer. Vous allez leur mettre une petite commande, tiens, crée-moi un nouveau reporting de prévision avec telle ou telle information. Il va le faire de manière automatique sans devoir coder ou passer des heures dessus. Donc, moi, je crois beaucoup à cette tendance de cette intelligence de logiciel qui va pouvoir évoluer en fonction de l'utilisateur et qui va pouvoir aussi créer des interfaces pour pouvoir vraiment mettre uniquement l'information nécessaire pour pouvoir améliorer la prévision, plus ce métier de facilitateur que je vois beaucoup qui est extrêmement tendance, notamment aux États-Unis, pas seulement dans la prévision, mais ce sont des gens qui vont recréer des liens et créer une vraie cohérence dans l'entreprise. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Je pense que c'est l'une de mes principales forces, c'est d'avoir été un facilitateur et quelqu'un qui met tout le monde d'accord, en tout cas qui réduit les erreurs. Donc moi, en tout cas, le but avec Forecasting Expert, c'est de vous amener d'un niveau 0 vers un niveau 3, 4, pas 5 parce que vous aurez toujours, vous pourrez tout faire en automatique, mais voilà, si vous avez un énorme événement promotionnel ou qui nécessitera une anticipation, il faudra le prendre en compte. Et ça, il n'y a pas de baguette magique si vous ne lui donnez pas l'information. Mais on vous expliquera aussi comment faire avec les bonnes inputs à mettre en place. En tout cas, à la fin, par rapport au futur, il y a des gens qui vont gagner par rapport à ce futur, il y a des gens qui vont perdre. Ceux qui vont perdre, c'est ceux qui vont subir les automatisations, les outils, et ceux qui vont gagner, c'est ceux qui vont savoir les utiliser pour être encore plus efficaces. Et le but avec nous et avec ABC Supply Chain, c'est vous donner les bons outils et méthodes pour faire partie des gagnants et pas faire partie de ceux qui vont se faire, entre guillemets, remplacer par d'autres personnes qui savent l'utiliser ou par des machines parce que ce que vous faites est trop répétitif ou trop basique. Et donc voilà, c'était un peu la conclusion qu'on voulait donner. Pensez à cette voiture qui conduit toute seule. Où est-ce que vous en êtes et où est-ce que vous voulez aller?